Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'information de 23h ce soir à la une. Dans la filière coton, le centre de déclassement doté de machines de dernière génération, dont du projet RESCO financé à hauteur de 700 millions de francs CFA, officiellement remis par le ministre Bruno Nabagné-Koné pour booster le nord du pays. Top départ pour le Business Matching Forum entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande dans la commune du Plateau. Objectif, dynamiser les échanges commerciaux et stimuler le partenariat privé entre Abidjan et Bangkok. Et puis, suivez notre dossier ce soir sur l'insalubrité grandissante autour des commerces alimentaires à Yopougon, à Tékoubé et encore Cocody. Face au non-respect flagrant des règles d'hygiène, les autorités haussent le ton. Voilà pour les titres. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous ouvrons ce journal par la région de Bouaké. La modernisation de la filière coton est en marche. Le laboratoire du centre de déclassement, sinon le classement de Bouaké, change de dimension. Il vient d'être doté de machines de dernière génération, un bond technologique rendu possible grâce au projet RESCO, un projet financé par l'Agence française de développement à hauteur de 700 millions de francs CFA. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a fait le déplacement à Bouaké pour remettre officiellement ces équipements qui scellent le renforcement du partenariat franco-ivoirien. Le reportage sur place de Charles Tato. Deux nouvelles machines de dernière génération appelées HVI permettent désormais le classement technologique du coton ivoirien. Le centre de classement coton de Côte d'Ivoire, basé à Bouaké, bénéficie de même des équipements connexes de pointe. Et la réhabilitation de la station de recherche du CNRA. Toutes ces infrastructures sont les fruits du projet Résilience des systèmes cotonniers du Nord de la Côte d'Ivoire, RESCO. Un projet piloté par l'Intercoton sous l'égide du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, avec le financement de l'État à travers l'Agence française de développement. C'est pour remettre officiellement ces dons que le ministre Bruno Nabagné-Koné est venu à Bouaké, accompagné du ministre délégué chargé des productions vivrières Benna Kini Komoué et de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. Les chaînes HVI que nous remettons aujourd'hui permettront d'analyser la fibre de coton avec davantage de précision et de fiabilité. Elles contribueront à mieux classer le coton ivoirien, à mieux valoriser sa qualité et à renforcer sa compétitivité sur les marchés. Il ne peut y avoir de souveraineté agricole sans une intégration étroite entre la recherche, la production, la transformation et la commercialisation. Saluer et mettre en lumière la qualité exemplaire de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Une visite guidée du laboratoire du centre de classement coton à Bouaké, la visite de la délégation du ministre Bruno Nabagné-Koné. Plusieurs représentants des communautés pastorales d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Abidjan. Une concertation régionale cruciale pour donner plus de poids aux éleveurs pasteurs dans les politiques de développement. Un rendez-vous de 72 heures soutenu par le ministère ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Le point sur ces travaux avec Abigail Kouadio et Jean-Luc Bangbo. Ils sont une cinquantaine de représentants des communautés pastorales d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui échangent sur les principaux défis du pastoralisme, la mobilité des troupeaux, les conflits agro-pastoraux, la sécurisation des terres de pâturage ou encore les effets du changement climatique. Le gouvernement veut valoriser la production de particulièrement bœuf, mais aussi mouton. Donc pour nous, nos responsabilités, c'est pour accompagner le gouvernement pour faire avancer leur agenda. Nous savons tous la contribution que l'élevage et le pastoralisme apportent dans notre sous-région, mais nous savons aussi les défis qu'il y a à résoudre le problème du pastoralisme. Et ce défi n'incombe pas seulement aux éleveurs, c'est à tous les éleveurs, pas seulement aussi à un pays, mais à tous les pays. L'issue de ces échanges débouchera sur des recommandations à l'intention des gouvernements
organisations régionales et partenaires internationaux. L'objectif étant de mieux protéger les droits des communautés pastorales et de promouvoir un pastoralisme durable. À la fin de cet atelier, nous allons faire sortir une déclaration qui va poser les bases de notre participation prochaine à cette activité-là. Cette déclaration sera ensuite portée au Rassemblement mondial des éleveurs pasteurs prévu en août prochain à Oulan-Bator, en Mongolie. Protéger nos intérêts stratégiques face à la concurrence mondiale, c'est le message fort des experts réunis pour la toute première édition des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan. Objectif adapter des outils de veille et de sécurité aux réalités ivoiriennes pour bâtir une véritable souveraineté économique. Une initiative portée par l'Institut de guerre économique d'Abidjan et l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les enjeux avec Christian Kouakou et Jean-Marc Djadji. Comment protéger les matières premières de la Côte d'Ivoire tout en renforçant sa souveraineté économique? Cette question est au cœur de cette première édition des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan. Des assises qui visent à anticiper les risques et à créer davantage de richesses à partir des ressources naturelles. Que la Côte d'Ivoire se dote d'un espace de réflexion stratégique dédié aux enjeux de l'intelligence économique, ancré dans nos réalités nationales et sous-régionales. Contribuer à renforcer notre doctrine nationale d'intelligence économique, à la sensibilisation de nos cadres, de nos universités, des hommes d'affaires ivoiriens, afin qu'ils disposent des outils nécessaires pour décrypter les mécanismes de la guerre économique. Les experts veulent promouvoir la transformation locale des matières premières. La Côte d'Ivoire s'impose comme la première puissance économique de l'UEMOA, contribuant à 40% du PIB de l'Union. Notre pays représente un hub logistique, financier et agricole d'une importance majeure pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec une contribution de 42% des exportations. Ces ressources naturelles sont un capital que le monde entier convoite. C'est aussi un point névralgique, exposé aux convoitises et aux stratégies de prédation que nous devons apprendre à décrypter et à déjouer. À l'issue de cette édition, les organisateurs entendent faire des rencontres de l'intelligence économique d'Abidjan un rendez-vous de référence de réflexion stratégique afin d'accompagner les décideurs publics et privés au service du développement durable. Je vous le disais il y a quelques instants, en ouverture d'édition, l'axe Abidjan-Bangkok se renforce. La deuxième édition du Côte d'Ivoire-Thaïlande Business Matching Forum a débuté hier vendredi. Au programme de ce rendez-vous économique, partage d'expériences et rencontres B2B. Les assises vont stimuler des échanges commerciaux et dynamiser les économies des deux pays. On fait le point avec Juliette Ouéa. À travers la deuxième édition de Côte d'Ivoire-Thaïlande Business Matching Forum, Abidjan et Bangkok veulent co-investir dans deux secteurs économiques stratégiques, l'agroalimentaire et l'industrie. L'année passée, on était à 13 compagnies thaïlandaises qui étaient arrivées dans le domaine de la machinerie agricole uniquement. Et cette année, on a deux secteurs d'activité et on a 22 entreprises. On gagnerait à s'inspirer de leur modèle économique pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le riz thaïlandais. Et puis j'ai visité aussi des stands pour des appareils de sécurité pour les portes. Nous sommes en train de travailler sur comment faire un accord avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire sur deux accords, principalement la suppression du taxe d'abo et aussi la promotion des investissements. La Côte d'Ivoire, principale locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, offre ainsi une plateforme idéale à l'expertise thaïlandaise. Nous préparons déjà des MOU entre la Chambre de commerce et la Chambre de commerce thaïlandaise. Donc ça permettra aux entreprises ivoiriennes de s'insérer et de pouvoir profiter de ces opportunités, soit pour grandir leur entreprise, soit pour être leur représentant en Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle le transfert de la technologie. Selon la Direction générale de l'économie, la valeur des échanges entre la Côte d'Ivoire et la Thaïlande a atteint 172,205 milliards de francs CFA en 2024 contre 87,100 milliards en 2023. Cette année 2026, les deux pays célèbrent les 60 ans de leurs relations commerciales et diplomatiques.
Une nouvelle ère s'ouvre pour les journalistes ivoiriens élus le mois dernier lors du 12e congrès de l'organisation. Marie-Laure Ngoran a été officiellement investie présidente de l'UNJCI ce samedi. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de la Presse au plateau en présence du ministre de la Communication, de l'ambassadeur de France et de plusieurs diplomates de haut rang. Le compte-rendu de cette investiture avec Landry Glazaï et Dangui Dangui. Une fois, deux fois, 3 fois. Est-ce qu'on peut applaudir ça, s'il vous plaît? Accompagné des représentants des ambassades de Chine et de France en Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a investi le nouveau conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, ce samedi à la Maison de la Presse au plateau. Aussitôt investie, Marie-Laure Ngoran, la présidente de l'UNJCI, a levé un coin du voile sur sa vision. Nous prenons donc l'engagement, l'ensemble des conseillers, à servir cette union avec loyauté, humilité et détermination. Je serai la présidente de tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Et lorsque notre mandat arrivera à son terme, je souhaite que nous puissions regarder le chemin parcouru avec fierté et dire ensemble que nous avons renforcé notre union, élevé notre profession et préparé l'avenir. Parrain de cette cérémonie d'investiture, le ministre Amadou Koulibaly a assuré que l'écosystème de la presse peut compter sur le soutien du gouvernement, sauf que ce soutien, a-t-il précisé, n'est plus une prime à la complaisance, avant de souhaiter bon vent à la nouvelle équipe. Je vous invite à mettre l'UNJCI au cœur de vos réflexions, de vos travaux, lorsque vous allez entamer la révision de ce texte. Je vous invite à la mettre au-dessus des intérêts personnels, surtout que ces textes, nous sommes en train de les réviser loin de toute échéance électorale qui vienne perturber, la rédaction des textes en général. Le ministère sera près de vous à chaque étape de ce mandat que je souhaite fructueux, professionnel et résolument tourné vers le rassemblement et l'excellence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Marie-Laure Ngoran a été élue présidente de l'UNJCI à l'issue du 12e congrès qui s'est tenu le 6 et 7 juin 2026 dernier à la Maison de la Presse au plateau. On s'intéresse maintenant à la fonction publique. Les corrections des concours administratifs 2026 sont lancées ce samedi matin au lycée technique de Cocody. La directrice de cabinet du ministère de la fonction publique a donné le coup d'envoi des travaux. Plus de 80 000 copies sont à évaluer par 500 correcteurs sélectionnés pour cette première vague d'examen. On fait le point complet avec Michel Mambo. Transparence, équité, célérité. Les principes qui devront guider leur travail. 7h30 déjà, ils sont sur place au lycée technique de Cocody, 500 correcteurs, face à eux 80 276 copies à corriger pour cette première séquence de correction des épreuves écrites des concours administratifs. La directrice de cabinet de la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, également sur les lieux pour s'assurer de l'effectivité du démarrage. La gendarmerie nous a transmis les copies déjà ce matin, très tôt, et c'est devant vous que nous avons ouvert les malles pour dire que la sécurité des copies est garantie. En termes d'instruction, nous avons demandé aux correcteurs de corriger les sujets en mettant un point d'attention sur le travail effectif des différents candidats. Ne pas se précipiter pour corriger, on va dire, le maximum de copies, mais prendre le temps de pouvoir faire les corrections comme il se doit. Valérie Djebri Nguessan, directrice des concours, rassure également la rigueur est de mise. Les corrections se font à Abidjan et à Yamoussoukro avec l'INPHB. Les tests ne permettent pas à un candidat de demander qu'on revoie sa copie s'il estime la note ne reflète pas son travail. Pour cette première séquence de correction pour les compositions tenues les 27 et 28 juin dernier, les premiers résultats sont attendus dans une quinzaine de jours.
Comment les stéréotypes masculins freinent-ils l'égalité des chances? Les résultats de l'enquête nationale sur les normes de masculinité en Côte d'Ivoire ont été dévoilés à l'université de Cocody, menée pendant 2 ans par l'OCDE pour le ministère de la Femme. Cette étude pointe du doigt le poids des traditions sur la société. Le détail avec Saria Bamba et Régis Kofi. Dans la cellule familiale, l'homme est celui à qui presque toutes les charges sont attribuées. Ce qui n'est pas sans conséquence. Près de 90% des pères de famille disent ressentir beaucoup de stress à l'origine d'un changement de comportement. C'est ce qui ressort de l'étude présentée par le Centre de développement OCDE et la chaire Eau, Femmes et pouvoir de décision. Les résultats montrent que le score pour la Côte d'Ivoire, il y a un score de 57 sur une échelle de 0 à 100, ce qui veut dire que la masculinité restrictive, elle reste quand même largement répandue, mais elle n'est pas tout à fait répandue de la même manière à travers tout le territoire, en fonction du sexe ou le milieu urbain-rural. Les résultats de ces études vont permettre à l'État, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, d'évaluer les inégalités liées aux rôles sociaux entre les hommes et les femmes afin de renforcer les politiques de promotion de l'égalité des genres. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a choisi une approche novatrice qu'on appelle l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui permet de voir les discriminations qui existent, de les corriger et surtout de faire travailler à la fois les hommes et les femmes pour qu'on puisse aller au développement durable et équitable. On a longtemps travaillé pour les femmes. Maintenant, on se rend compte que si on associe en même temps les hommes avec leur capacité d'influence, plus les femmes, on va y arriver. Mais comment faire? C'est-à-dire, il ne suffit pas de crier « les hommes, engagez-vous ». Il faut faire une étude pour voir pourquoi est-ce que les hommes n'arrivent pas à se mettre là-dedans, alors que nous tous, nous voulons envoyer la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde vers l'avenir. Outre la Côte d'Ivoire, le Sénégal est le second pays de l'Afrique de l'Ouest à disposer de données nationales représentatives sur les normes de masculinité. Le goût du risque dans nos assiettes. À Yopougon, à Tekoubé ou encore Cocody, l'insalubrité gagne du terrain autour des commerces alimentaires et des restaurants de rue. Malgré les campagnes de sensibilisation, les règles d'hygiène les plus élémentaires restent foulées aux pieds sous le regard inquiet des médecins. Face à ce phénomène qui menace la santé publique, les autorités haussent le ton et menacent de sévir. Le dossier noir de ce journal a signé Aurélia Droukoula et Gilles Tonia. Sur des grillages noircis, par les années d'usage, des rangées de poissons et des morceaux de viande fumée dans un décor de désolation. Nous sommes au marché Bagnon de Yopougon, il est 10h du matin. Dans cet espace, une odeur à vous couper l'appétit. Juste à côté des étals, un caniveau à ciel ouvert règne en maître. Un dépotoir liquide où flottent déchets sauvages, emballages abandonnés et eau usée. Moussa, vendeur de peau de bœuf fumée, travaille ici depuis 2 mois. Pour lui, cet environnement insalubre n'a aucun impact sur ses habitudes. Il prend même son petit déjeuner avec appétit. Les gens m'ont chargé là-bas, kilomètre 17. Ici, venir débrouiller, gagner un peu pour nourrir ma famille. Ça là, ça ne me gêne pas. On a habitué. Les commerçants de ce marché subissent les effets néfastes de ce voisinage toxique avec une incidence certaine sur leur santé. Chaque jour, ils se battent pour leur survie, manipulant viande et poissons au bord d'un caniveau. Le caniveau, ça nous gêne, mais on n'a pas le choix. Chaque semaine, on prend les gens pour nettoyer, mais vraiment, on est fatigué. Quand il pleut, là, l'eau envahit tout ici, là. On s'est installé de nous-mêmes. Les clients refusent de rentrer parce qu'il y a la saleté. Il n'y a pas de passage d'eau. On est là parce qu'on veut se débrouiller, on veut se défendre. Gouebi, un autre vendeur de viande du marché Bagnon, explique que cette situation s'impose à eux. Ils tentent tant bien que mal de protéger leurs marchandises des effets néfastes du caniveau. Si c'est protection, on protège. Les cartons propres, donc on dépose dessus pour que ça soit un peu propre, pour ne pas que ça ait effet secondaire. Voilà, sur la santé de l'être humain. Le dépôt d'ordures, le caniveau, là, franchement, ça nous fatigue. Ça rend un peu malade, mais comme on prend les feuilles, on va toujours à l'hôpital. Mais bon, on souhaite que les autorités passent pour nettoyer un peu pour que ça puisse être bon. Le cas du marché Bagnon est loin d'être unique. À Tekoubé
Au quartier Moussikro, Kadi vend du poulet frit devant son lieu d'habitation depuis 4 ans. Sa situation financière, dit-elle, lui impose de cuisiner à proximité d'un drain. Nous, on ne peut pas dire que ça soit à côté pour vendre. Parce qu'il y a des gens qui vont nous juger. C'est la mère de la vente à côté des caniveaux, le dos, là, ça fait comme un. Mais autant, ce n'est pas de notre faute. Autre lieu, la Palmeraie à Cocody. Ce vendeur de poulet se soucie peu de l'environnement dans lequel il exerce son activité. Non, ça va pas toujours comme cela. Quand c'est fini de viser la maison femme, le fait là, ça tue les mecs aussi. Des endroits insalubres comme lieu de vente de nourriture, certains usagers semblent moins prêter attention aux conditions d'hygiène. C'est parce qu'elle est propre, c'est ça qu'on passe, on achète, on ne regarde pas caniveau là. Sinon, moi seulement ça ne me gêne pas. Tant de fois quand il passe là, FM. Quand je suis venu payer la nourriture, bon, j'ai vu le caniveau, j'ai vu l'odeur m'a trop frappé, mais comme je suis quitté en voyage là, je suis trop pressé. Bon, j'ai acheté, je vais manger vite pour me reposer. Ces consommateurs s'exposent certainement à des risques invisibles. Pour les mettre en lumière, Dr Bakayoko, médecin de santé publique à l'Institut national d'hygiène publique, lève le voile sur les dangers de cette pratique. Les eaux usées présentes dans les caniveaux et les déchets renferment de nombreux agents pathogènes, donc on appelle donc communément les microbes. Donc, et lorsque les aliments, particulièrement la viande et le poisson donc, que vous évoquez, sont vendus dans un tel environnement, bien évidemment, il y aura des risques sanitaires. Déjà pour le vendeur. Donc ce vendeur-là, qui est en permanence donc, dans un tel environnement, il pourra donc développer des pathologies respiratoires, pourra faire des affections cutanées. Au niveau des points de vente, l'hygiène est précaire, donc du fait donc, du manque d'eau pour se laver régulièrement les mains et pour laver les ustensiles qu'on utilise. Si dans l'environnement, il y a une prolifération donc, de moustiques, il pourra donc faire la dengue ou le paludisme. La spécialiste le souligne, vendre auprès d'un caniveau ou d'un dépotoir n'est pas sans danger pour les populations et pour les vendeurs. Pour ne pas donc acheter donc, ces aliments qui sont exposés donc, à l'air libre sans aucune protection, où il y a les mouches. Voilà, c'est une manière également de sanctionner donc, ces vendeurs et leur faire comprendre qu'ils ne vendent pas donc, leurs aliments dans de bonnes conditions et qu'ils exposent donc, la population donc, à des risques sanitaires. Face à cette situation, les autorités durcissent le ton. Les menaces de fermeture des lieux de commerce insalubres se précisent. Au niveau de Bayon, il faut que les personnes comprennent que ce n'est pas le lieu où vous faites du commerce. On va se rendre sur les lieux avec nos collègues qui ont en charge tout ce qui est hygiène à choses alimentaires et puis ils vont appliquer la loi. Il y a un certificat d'hygiène qu'on donne à tous ceux qui vendent. Donc on va les saisir. On va faire une mission là-bas. Ceux qui ne sont pas en règle, on va les saisir et puis prendre leur matériel, prendre leurs marchandises et puis on va sévir. L'insalubrité alimentaire, une menace silencieuse. Un aliment exposé à la saleté est un poison lent. Au-delà des sanctions, c'est un appel à la conscience et à la rigueur qui est lancé aux commerçants. Parce que, dans l'assiette, l'activité de survie des uns ne doit pas conduire les autres au tombeau. Les États-Unis fêtent ce samedi leurs 250 ans d'indépendance, un anniversaire historique marqué ce 4 juillet à l'annexe de l'ambassade américaine à Abidjan. Autour de chargé d'affaires Junaïd Mounir, de nombreux officiels et membres du gouvernement, dont le ministre délégué Adama Dosso, ont pris part à cette célébration qui réaffirme l'excellence des relations entre Abidjan et Washington. Le compte-rendu de la soirée avec Souleymane Donissango. C'est un événement historique célébré avec l'entrée du détachement du corps des Marines. Le pays de l'oncle Sam célèbre l'amour de la patrie, ainsi en mettant un point d'honneur sur la liberté et l'autodétermination des peuples. Aujourd'hui, on fête les États-Unis, mais aussi on fête le fait que les relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire sont plus fortes que jamais. Et c'est quoi exactement la preuve? La preuve est les relations commerciales. Maintenant, il y a beaucoup d'investissements américains ici en Côte d'Ivoire. La dynamique de la coopération entre les deux pays a franchi une nouvelle étape avec cet appel lancé par l'invité spécial de cette soirée, Adama Dosso. Bien que se félicitant des progrès réalisés dans le cadre de nos coopérations bilatérales, la Côte d'Ivoire demeure préoccupée par l'application des droits de douane compensatoires américains. Saisissant donc cette occasion, je voudrais lancer un vibrant appel aux investisseurs américains à prendre une part active dans la mise en œuvre du Plan national de développement 2026-2030,
dont les consultations commenceront les 8 et 9 juillet prochains. Avec les 65 ans de coopération bilatérale ininterrompue, les États-Unis et la Côte d'Ivoire entretiennent actuellement un partenariat stratégique en pleine accélération avec Yamoussoukro qui s'est imposé comme l'un des alliés les plus stables et privilégiés de Washington en Afrique de l'Ouest. Ce sont les clés du bonheur pour la nouvelle reine de la beauté ivoirienne. Élue le 27 juin dernier, Louisette Kadik Nguesson, Miss Côte d'Ivoire 2026, a officiellement reçu son véhicule de fonction, un SUV flambant neuf d'une valeur de 20 millions de francs CFA offert par le partenaire automobile du Comici pour faciliter le déplacement officiel du trio de tête durant leur mandat. Le reportage d'Amédia Rassouba. Miss Côte d'Ivoire 2026, Kadik Nguesson Louisette reçoit officiellement les clés de son véhicule, l'un des prestigieux lots prévus par le Comici, comité Miss Côte d'Ivoire, pour récompenser celle qui incarne désormais la reine de la beauté ivoirienne. Il est le fruit d'un partenariat entre le Comici et ce concessionnaire de véhicules. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce magnifique véhicule. Je pense que ce véhicule-là va me servir à moi et à mon trio et je compte en faire bon usage. Nous avons décidé d'accompagner le Comici parce que c'est une enseigne qui dure depuis plus de 30 ans en Côte d'Ivoire et qui célèbre la beauté ivoirienne. Pour sa part, le Comici a salué cette collaboration bénéfique pour la promotion du label Miss Côte d'Ivoire. Je tiens, monsieur, à vous dire merci pour la confiance. Merci au nom de toute l'équipe du Comici et que cette collaboration, qui je l'espère sera fructueuse parce qu'à chaque fois qu'on s'associe et qu'on est partenaire du Comici, on devient numéro 1. Cette remise marque le début d'une nouvelle aventure pour la Miss Côte d'Ivoire 2026. Un véhicule qui lui permettra d'assurer ses nombreux déplacements dans le cadre de son mandat. Mieux protéger la santé des créateurs ivoiriens, c'est tout l'enjeu de l'atelier d'information organisé dans la commune de Cocody par le Burida en collaboration avec Diamo Records. Une session essentielle pour permettre aux artistes de s'approprier leur nouvelle police d'assurance santé et de comprendre l'ensemble des avantages pour leur couverture médicale. Le détail avec Michel Mambo. Depuis 2014, le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, propose aux artistes ivoiriens une police d'assurance maladie, une protection sociale qui prévoit une large couverture de la famille du sociétaire. Opportunité à saisir et pourtant. Sur plus de 11 000 sociétaires, il y a à peine 200 qui sont assurés. J'ai dit c'est pas possible. Il n'y a pas longtemps, j'étais malade, mais c'est la carte d'assurance qui m'a attiré d'affaires en fait, avec les multifactures qui sont sorties. Comment je vois un peu ce que ça m'a apporté, puis je vois que les gens négligent, mais minimisent ça, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Informer, former, sensibiliser, c'est tout le sens de cette activité portée par Diamo Records et le Burida y adhère pleinement. C'est une assurance subventionnée par le Burida pour que la prime soit supportable pour les sociétaires. C'est-à-dire que la prime de l'assurance est de 360 000 francs l'année, mais subventionnée par le Burida et le ministère de la Culture, la prime revient à 156 000 francs à la charge du sociétaire. Si vous regardez bien, s'il prend les dispositions, il peut payer 13 000 francs par mois pour pouvoir s'assurer. Quand il est assuré, il couvre sa famille, 4 enfants et lui-même et sa conjointe avec 6 personnes à hauteur de 80%. C'est quand tu es malade que tu vois l'importance même de l'assurance. Quand tu es assuré, tu arrives quelque part, on s'occupe de toi, même si tu n'as pas assez de moyens. Vraiment, c'est une bonne chose. Merci beaucoup à notre maison Burida. Comment bénéficier des avantages de la police d'assurance mise en place par le Burida? Thème de cette session de formation, la première d'une série qui s'étendra d'Abidjan aux villes de l'intérieur. Journée de haute tension au Mali, les forces armées nationales ont fait face ce samedi à une série d'attaques terroristes coordonnées à travers le pays. Les assauts ont visé simultanément plusieurs positions stratégiques de l'armée, notamment à Gao, à Népis, à Guélok et Sévaré, ainsi qu'une prison à Kénéroba au sud. Selon le premier bilan de l'état-major, les attaques ont été repoussées et 26 assaillants ont été neutralisés. Un soldat malien a perdu la vie lors de combats à Gao.
Et puis cet appel à la solidarité et à la dignité humaine face à la crise migratoire qui persiste aux frontières du continent européen. Le pape Léon XIV a fermement exhorté les dirigeants européens à renforcer la protection et l'accueil des migrants. Le souverain pontife demande une réponse concertée, humaine et coordonnée pour éviter de nombreux drames humanitaires en mer Méditerranée. Et voilà qui referme cette édition de 23h. Merci pour votre fidélité et votre attention. L'information continue sur nos antennes et nos plateformes numériques. Excellente fin de soirée à tous et à demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir.